D'accord. Donc, vous voyez tous mon écran, je pense que c'est bon. Donc, l'idée était effectivement donc, de parler de la charge cognitive dans l'apprentissage. On avait déjà parlé, en fait, de la mémoire de travail, donc je vais vous faire un bref rappel dessus. Donc là, on va aborder charge cognitive, on va légèrement effleurer les bonnes pratiques, mais ce sera l'objet effectivement d'un autre, je pense, d'une autre présentation, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, la charge cognitive part sur, la notion de charge cognitive part effectivement sur la notion de charge mentale, c'est aussi appelé charge mentale. Ça part de toutes les théories sur la mémoire de travail. Alors, je vous donnerai à la fin les livres, les références que j'ai. Je suis évidemment pas ni docteur en psychologie, donc je vous donne ce que j'ai appris et voilà. Là, c'est une théorie, c'est un modèle qui est proposé, celui-là, donc qui n'est pas le mien, vous aurez la référence à la fin. L'idée est de dire qu'en fait, on utilise, nous, la mémoire de travail pour fonctionner, réfléchir, écouter, etc. Que la mémoire sensorielle, c'est celle qui est vraiment au niveau des sens, est très très courte. Et dans le multimédia, on utilise les mémoires iconiques, donc visuelles, et les mémoires échoïques auditives. Donc on a ces deux canaux-là qu'on utilise. Ces deux canaux-là vont envoyer des informations en mémoire de travail. Et la mémoire de travail est une mémoire donc, qui nous permet de réfléchir, où il y a une sorte de cerveau central, en fait, d'administrateur central, qui gère l'ensemble des données qui arrivent. Et c'est ce que vous utilisez là tout de suite, a priori, c'est votre mémoire de travail. Elle est de très très court terme, c'est-à-dire qu'elle va durer 20 secondes. Et vous pouvez stocker, par exemple, 7 items. Si on vous donne une série de chiffres, vous dépasserez rarement les 7 items. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. De toute façon, c'est pas énorme. Ça, c'est 20 secondes. Et cette durée de cet item, c'est ce qu'on appelle l'empamnésique. C'est typiquement le numéro de téléphone qu'on va vous donner. Si vous voulez qu'il reste en mémoire, il va falloir le répéter plusieurs fois. Cette idée de répétition, c'est ce qu'on appelle la boucle phonologique. Donc, il y a 4 process qui sont mis en œuvre dans la mémoire de travail. La boucle phonologique, le calepin visospatial, les interférences et l'attention. On va souvent reparler de ça. La boucle phonologique, elle est liée à l'auditif. Alors l'auditif, c'est pas forcément quelque chose de... Vous pouvez voir un texte, comme de toute façon, a priori, vous savez lire, vous allez automatiquement enclencher la boucle phonologique, si vous devez le retenir, parce que ça va normalement se répéter dans votre tête. C'est le seul moyen de retenir. Donc, c'est le numéro de téléphone qu'on vous donne. C'est, vous allez faire un truc, je sais pas, vous êtes dans une pièce, vous changez de pièce, vous allez faire quelque chose. On vous dit quelque chose, c'est ce que vous retenez. Et des fois, vous dites, j'ai oublié, qu'est-ce que tu viens de me dire? Ça, c'est parce que eh ben, vous avez dépassé soit les 20 secondes, soit les 7 items. Soit il y a eu une interférence, c'est-à-dire quelqu'un qui a parlé, quelqu'un qui vous a déconcentré, ça a vidé le petit temps que vous avez sur la mémoire de travail. Donc voilà, donc la mémoire du travail, c'est celle qu'on utilise pour apprendre, c'est celle-là sur laquelle on va se concentrer. Elle a deux systèmes de rétention d'informations, donc la boucle phonologique qui est plutôt sonore et le calepin visospatial qui va être visuel. Ça permet de dire, je pense que c'est en haut à gauche, en haut à droite, ça a plutôt cette forme, etc. C'est pareil, il y a un petit script qui permet de mémoriser et qui fait revenir. Évidemment, il y a l'attention. Bah, si vous ne focalisez pas l'attention des gens, bah, vous ne pouvez pas enclencher tout le système pour apprendre. Comme c'est très court, le but de la mémoire de travail, c'est de transférer l'information dans la mémoire à long terme. L'avantage de la mémoire à long terme, c'est qu'elle est infinie, a priori, illimitée, et elle se découpe sur ce qui nous intéresse, nous, en 3 parties. La mémoire épisodique, donc ça, c'est tous les événements de votre vie, donc pensez à épisode, hein, c'est simple, donc c'est une mémoire épisodique. La mémoire sémantique qu'on utilise énormément, parce que c'est celle où on va créer du sens, qu'on va créer des organisations, on va pouvoir mettre des images mentales de structures et d'infrastructures virtuelles ou visuelles qui nous permettent de retenir un plan dans la tête, ça se stocke là. Ça permet aussi de stocker le lexique phonologique, donc c'est par exemple des mots-clés qui sont ensemble. Là, il y a un exemple qui est super simple, c'est, donc j'avais déjà donné sur l'autre webinaire, c'est la notion de, quand vous dit, voilà, c'est quelle couleur ce truc-là, c'est quelle couleur, blanc, 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 qu'est-ce qu'elle boit la vache? Cette idée-là, justement, c'est de taper dans le lexique phonologique
qui culturellement, pour nous, en France, vous avez vécu en France et moi j'ai vécu en Normandie, donc forcément je l'ai, les Bretons sont peut-être un peu désavantagés là-dessus, on a plein de vaches en Normandie et donc si vous dites blanc et puis, lait et boire, et vache, voilà, vous faites remonter le mot lait. Ça, c'est dans, la carte sémantique qui est liée dans la mémoire à long terme. Et c'est pour ça que les gens répondent lait, en fait, parce que c'est un mot qui arrive à l'esprit, mais ça n'arrive pas par hasard. Et il y a la mémoire procédurale qui est liée à l'ensemble des automatismes que vous avez. Donc, il y a des automatismes qui sont contrôlés et des automatismes non contrôlés. Les automatismes contrôlés que vous devez mettre en place, ou vous pouvez contrôler, c'est par exemple la conduite. Et au bout d'un moment, c'est des automatismes non contrôlés, vous le faites sans réfléchir, le passage de vitesse, etc. etc. Voilà, dans les automatismes non contrôlés, il y a la lecture, par exemple, et c'est pas mal parce que vous pouvez effectivement, enfin, c'est pas mal, vous pouvez faire justement des effets où vous écrivez en bleu, vous écrivez rouge. Normalement, si vous savez bien lire, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire le mot, et donc si on vous demande la couleur du texte, vous vous plantez parce que vous avez lu le mot et c'est ce qui vous vient tout de suite à l'esprit. Ça, c'est lié justement aux automatismes qu'on va stocker. Là, ça, donc apprendre, donc finalement, apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est focaliser l'attention et transférer les informations de la mémoire sensorielle vers la mémoire de travail, d'être capable d'encoder dans la mémoire de travail et de stocker dans la mémoire à long terme derrière. L'encodage, c'est le stockage à long terme. Et évidemment, après, il faut récupérer l'information. Et si, pour pouvoir travailler, vous récupérez de l'information, par exemple, conduire, c'est dans la mémoire procédurale, et ben, vous la récupérez. Et l'idée de stocker dans la mémoire à long terme, c'est de libérer de la mémoire de travail. Comme ça, l'empamnésique est beaucoup plus léger. Et c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Là, je vous fais un résumé en 2-2 de ce qui a été vu la dernière fois. Donc, je vous donnerai le lien de la vidéo. Voilà, donc, résumé, mémoire du travail très courte. Et 4 phénomènes fonctionnent: l'autorépétition, la boucle phonologique, le calepin visospatial, l'attention et évidemment éviter les interférences pour pouvoir stocker dans la mémoire à long terme. Et plus c'est stocké dans la mémoire à long terme, plus ça libère de la mémoire de travail. C'est le concept d'apprendre. Les exemples qu'on avait donnés, effectivement, c'était la conduite. C'est-à-dire que quand vous apprenez à conduire, vous avez énormément de choses à apprendre que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne pouvez pas écouter de la musique en conduisant au départ quand vous apprenez, puisque vous êtes toujours en train de réfléchir comment je passe la vitesse, comment je fais ceci, etc. Plus vous allez apprendre, plus ça va ça va passer dans la mémoire à long terme. Et donc, comme c'est dans la mémoire à long terme et que ça va être organisé, aussi bien au niveau sémantique, puisque vous allez connaître les panneaux, au niveau procédural, parce que vous allez connaître le passage des vitesses, etc., toute cette charge-là cognitive, vous n'en avez plus besoin parce qu'elle est maîtrisée, elle est dans les mémoires à long terme. Ce qui fait que ça vous libère de la mémoire de travail et vous pouvez donc discuter en conduisant. Et faire attention à ce qui se passe à gauche, à droite, mais vous pouvez parler parce que vous avez de la place dans la mémoire de travail. Voilà le fonctionnement de la mémoire là-dessus. On va attaquer donc l'idée de charge donc, cognitive, donc, qui consiste donc à travailler sur cette charge cognitive. Et donc, qu'est-ce que la charge cognitive? Je vais aller moins vite. La charge cognitive, donc oui, c'est bien de parler effectivement de quantité, en fait, et on va dire que c'est la mesure de l'intensité du traitement cognitif. C'est-à-dire que c'est un nombre, qu'importe le nombre, en tout cas, c'est une somme d'efforts que vous devez faire dans la mémoire de travail pour exécuter une tâche. Donc, la charge cognitive, donc c'est la mesure de l'intensité de traitement cognitif allouée à la réalisation d'une tâche. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez, comme services centraux, qu'est-ce que vous allez mobiliser pour pouvoir exécuter une tâche. Voilà. Et c'est la mesure par individu en particulier. C'est-à-dire que c'est différent de chaque personne. Ça, c'est extrêmement important. Quand on dit que c'est alloué à la réalisation d'une tâche, c'est-à-dire que pour faire une tâche, par exemple,
il y a, des choses, qui sont communes à une tâche. Je ne sais pas, par exemple, si on prend, par exemple, si vous êtes, musicien, par exemple une dictée, vous avez à écouter les mots et les écrire. Bon, bah, là, c'est pas compliqué, c'est toujours ces tâches-là cognitives que vous devez faire. On va dire que ça, c'est vraiment ce qui vous est demandé, c'est vraiment une charge qui est liée à la tâche demandée, ça ne peut pas changer. Vous ne pouvez rien faire dessus, c'est ce qui doit être fait. Pour l'instant, on ne peut rien faire dessus. Donc c'est ce qu'on va appeler, ce que j'appellerais pour l'instant, c'est quelque chose de fixe. Par contre, il y a une partie variable et qui va ajouter des traitements différents. C'est parce que c'est différent selon chaque individu. C'est-à-dire que si on fait une dictée, ça va être différent selon vous ou moi, comment vous êtes capable d'écouter, par exemple, ou comment vous êtes capable de noter ou d'écrire le mot. Ça va être différent selon votre connaissance, votre culture, et c'est tout ça dont on va parler là. Et vous voyez bien que j'ai distingué déjà 2 éléments. On va le découper en fait, de cette manière-là. Alors je vous remontre. Si on prend le cas d'un interprète. Un interprète, ce qu'il doit faire lui, alors j'arrive pas à passer à la slide suivante, voilà. Donc si on prend le cas d'un interprète, il va avoir comme objectif, l'interprète, de traduire un discours en simultané. Donc, ben voilà, il a, plus ou moins 3 étapes pour arriver à traduire un discours en simultané. Il doit écouter, il doit analyser, comprendre ce qui se passe, mémoriser ce qui a été dit et puis produire un contenu, c'est-à-dire, produire la traduction. Ça, quelle que soit la personne, c'est la tâche, c'est les étapes, c'est les efforts cognitifs qu'il doit fournir pour pouvoir accomplir sa tâche. C'est ce qui le sépare de sa tâche. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est ce qui est fixe, qu'on ne pourra pas changer. Et traduire un discours, c'est grosso modo 4 tâches, 4 ou 3 tâches. Écouter, analyser, mémoriser, produire. Qu'est-ce qui fait que ça va changer, en fait? Eh ben, déjà, son état émotionnel, ses sentiments, ses émotions, ça peut être le stress, qui vont rajouter plus de difficultés pour mémoriser, ou pour analyser, ou pour écouter. La qualité sonore aussi peut rajouter des difficultés de traitement dans toutes ces étapes-là. Donc les étapes, vous voyez bien qu'elles ne changent pas. Par contre, elles peuvent se complexifier les unes par rapport aux autres, en fonction aussi bien de son état intérieur, de ses capacités cognitives, de ses connaissances, du contexte extérieur dans lequel il est. Les interprètes, ils sont dans des cabines isolées, ils ont une vue pour voir l'ensemble de la salle et en même temps, ils sont isolés. Voilà, tout cet ensemble-là modifie sa capacité à traiter ce qu'on appelle les charges fixes. Donc, les différentes charges qu'on a, d'après donc un psychologue, John Sweller, on va avoir ce qu'on appelle la charge. Il y en a 3 charges. Il y a la charge intrinsèque, qui est donc la charge fixe liée à la tâche. Là, on l'a vu, il y en a 4 pour l'interprète. Il y a la charge inutile, qui est liée au mode de présentation. Elle est dite inutile parce qu'en fait, elle ne nous apporte rien dessus. C'est lié vraiment à la manière dont vous allez présenter, dont vous allez amener l'information. Et enfin, la charge pertinente, qui est liée aux efforts d'apprentissage, c'est ce que vous devez fournir pour pouvoir apprendre. Parce qu'il faut quand même un peu qu'il y ait un peu de sueur cognitive pour apprendre tout ça. Voilà les 3 charges que vous allez trouver. Donc, la charge intrinsèque, c'est tout ce qui est de savoir, compétence, apprendre, tout ce que la compétence à apprendre plutôt, tout ce que vous devez faire dessus. Ce que vous avez ensuite, c'est donc la charge inutile. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, par exemple, un texte sur papier ou un texte lu en vidéo, quelle est la compréhension, et ça, c'est lié à la charge inutile, la capacité de mieux, plus ou moins comprendre. C'est lié à la charge inutile, et la charge pertinente, c'est l'effort cognitif de compréhension, de mémorisation, et on n'est pas tous égaux dessus. Voilà les différentes charges, et quasiment, on va dire que
Tout repose sur ça. Quasiment là, on a fini de voir ce qu'il y avait à voir presque. Donc, on va voir comment en fait on peut lier, comment on peut utiliser ces différentes charges dans l'apprentissage. Donc, on a parlé de l'emploi mnésique et de la capacité de mémoire de travail. En fait, cette capacité, elle va être limitée. C'est ce qu'on disait au départ. La mémoire de travail a une capacité limitée. Et il faut donc qu'on intègre ces trois charges quand on veut transmettre quelque chose à quelqu'un, dans l'enseignement, on va travailler sur ces trois charges. Si on a quelque chose de facile à apprendre, par exemple, on va dire pour nous, des couleurs, bon, bah, c'est assez facile. Bon, si par contre, la manière dont on nous transmet l'information bah, n'est pas optimisée, bah, on peut avoir un peu de problème à saisir l'information. Il faut prier pour qu'effectivement, bah, on ait les capacités d'apprendre. Et vous voyez comment vont jouer les choses. Si par exemple c'est difficile, mais par contre que c'est optimisé pour apprendre, bon, bah, là, effectivement, bah, ça passe sans problème. Mais on peut très bien imaginer que ce soit et difficile et non optimisé, et ben là, vous arrivez en surcharge. Voilà, la notion de surcharge cognitive, elle arrive à ce moment-là. Quand vous avez effectivement un contenu qui est trop difficile à saisir, si vous prenez par exemple un livre de philo, où il y a quand même pas mal de réflexions, pas mal de questions, bon, autres, hein, et qu'effectivement le contenu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces livres-là, ces livres, c'était quoi, Presse ou Cité universitaire, ou PUF, je crois, je ne sais plus. Ouais, c'était pas du tout optimisé. Bon, C'est bah, les puffs, ouais, les ouais, puffs. c'est PUF, voilà. Bah, voilà, vous pouvez très facilement, passer en surcharge cognitive et ne pas être capable d'apprendre. Donc tout ce qu'on va faire, nous, dans nos outils multimédia, bah, c'est essayer de réduire la charge cognitive. Et j'ai un exemple pour vous. Donc, si on a, je vais vous demander d'apprendre là tout de suite 5 vers. Voilà. Donc c'est la charge intrinsèque. Ça, c'est assez simple, les 5 vers. Il y a la charge inutile qui va être bah, tout ce qui est lié au support. Donc là, c'est la connexion réseau, si ça passe pas, l'écran, l'affichage. Et puis, bah, la charge pertinente, la capacité de mémorisation que vous avez. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. OK? Alors, on y va. Vous allez tout de suite comprendre la charge inutile. C'est parti. Là, je pense que vous avez compris le principe, là. Normalement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, moi, avec mon âge, j'ai un effort à faire parce qu'on n'a pas de contraste. Ouais, idem. Et ça, c'est typiquement de la charge inutile. C'est-à-dire qu'on va demander à l'apprenant de faire un effort cognitif pour ne serait-ce que déchiffrer, alors qu'on pourrait améliorer ce genre de choses. Et on va essayer de lutter tout le temps contre ça. Donc, on pourrait le faire autrement, mais même comme ça, alors évidemment, c'est plus contrasté, mais malgré tout, si vous regardez sur un petit écran, bah, a priori, quand même, des fois, les lettres ne se distinguent pas très bien. Ça dépend un peu des personnes. L'idéal, effectivement, bah, c'est qu'il va falloir travailler cette charge inutile. Et effectivement, là, normalement, ça devrait mieux passer. Tout notre travail, en fait, va consister à faire ça, c'est-à-dire aller travailler sur comment réduire la charge inutile, comment optimiser la charge pertinente, la facilité, sachant que la charge intrinsèque, a priori, on ne peut pas y faire grand-chose. S'il y a 5 vers à apprendre, il y a 5 vers à apprendre. Quoi. On n'a pas trop le choix. Hein. Voilà, donc comment améliorer la charge pertinente? Bah, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer la charge pertinente. Alors, hop, je vais juste là, voilà. Bah, déjà, la première chose, c'est l'expertise. Forcément, si vous êtes expert dans le domaine, vous avez plus de facilité à mémoriser ou à apprendre ou à faire ce qu'on vous demande. Par exemple, bon, donc évidemment, il y a la conduite, mais il semble, alors moi je ne suis pas bon du tout en langue, par exemple, mais plus on connaît de langues, plus il est simple d'apprendre d'autres langues.
Donc, on est bien sur une notion d'expertise. En psychologie, je crois que c'est 10 ans l'expertise, donc ce que j'en ai lu, de 10 ans de travail pour arriver à être considéré comme expert. Donc, plus vous allez avoir de l'expertise, plus vous allez apprendre facilement. Je crois que j'en parle après. Oui, plus vous avez de l'expertise, plus déjà vous avez de l'automatisation. Donc, plus vous avez d'automatisation, moins vous avez de problèmes au niveau de la mémoire de travail, parce que les choses vont venir toutes seules très facilement. Vous allez créer un lexique phonologique aussi. Donc ça, c'est plus simple. Donc si, par exemple, vous faites quelque chose, je sais pas moi, sur les fleurs et que vous devez être fleuriste et que vous connaissez déjà les fleurs parce que vous avez fait des études ou, je sais pas, je vais dire une bêtise, de biologie ou autre, normalement, vous avez un lexique phonologique qui vous facilite le travail, la carte sémantique, bien sûr, qui est liée à cette charge pertinente, et l'attention. Alors l'attention, on a plusieurs. C'est dès qu'il faut effectivement focaliser les gens pour améliorer la charge pertinente. Donc on va en reparler, je crois, juste après sur l'attention, parce que c'est quand même un point important. Donc l'attention, là-dedans, ça va être donc il faut la favoriser. Ça va être, il y a deux manières de la voir, l'attention. Il y a l'orientation objective, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'orientation objective, ou volontaire, c'est celle de l'apprenant. C'est plus facile quand l'apprenant est déjà volontaire pour le faire. C'est simple, c'est si normalement vous êtes là, c'est que le sujet vous a plu, donc vous faites volontairement un effort. Ça fait partie de l'orientation volontaire. Vous êtes volontaire pour le faire. Et l'orientation par événement qui est extérieure à vous, qui va être effectivement du dispositif, par exemple, de vous solliciter pour vous dire regarde ce truc-là ou apprends ce truc-là. Donc ça va être les bips, ça va être des clignotements visuels, ça va être ce genre de choses. Et bien entendu, l'idéal, c'est combiner l'ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on va faire, par exemple, un discours, je vais essayer, par exemple, dans la présentation, d'avoir des animations. Alors, je n'ai pas mis de son, mais je peux mettre du son qui attire votre attention sur l'objectif qui était d'apprendre, par exemple, ou sur un point à voir. Donc ça, c'est les choses importantes dans une présentation d'apprentissage en multimédia, c'est effectivement de favoriser l'attention au maximum, bien sûr. Alors, il y a les notions d'attention donc sélective. Alors là, sélective, c'est-à-dire que vous allez, ça revient un peu à cette idée-là donc d'orientation par événement, où vous allez en fait solliciter à un moment donné la personne et lui dire attention, il faut que tu te concentres sur ça. Et c'est très utile si, par exemple, vous avez, alors ça, par exemple, dans une salle de classe, ça peut être pas mal, ou dès qu'il y a du bruit, d'essayer de focaliser la personne grâce à une orientation par événement et de lui demander d'utiliser son attention sélective pour qu'elle fasse le vide de ce qu'il y a, enfin qu'elle réduise tout ce qu'il y a autour et qu'elle se focus juste sur ce que vous dites. La notion d'attention partagée est pas mal et on verra beaucoup dans les bonnes pratiques comment on fait, c'est-à-dire que l'attention partagée, c'est d'essayer de solliciter les différents processus cognitifs que vous avez, en gros l'image et le son, et donc de partager, de répartir la charge sur les deux. En gros, vous prenez Wikipédia, vous avez un texte brut. Bon, là, on n'est que sur de la boucle phonologique. L'idée serait pas mal, si on prend Wikipédia, de par exemple mettre un peu d'images et d'alterner les deux pour favoriser l'apprentissage et utiliser donc, si on reprend le schéma du début, aussi bien la boucle phonologique que le calepin visuospatial. Et de permettre cette attention partagée permet aux gens d'utiliser deux systèmes en fait de mémorisation. Et les deux systèmes doivent être complémentaires. Alors ça, c'est ce qui est super important. Il faut qu'ils soient complémentaires. Il faut qu'ils soient différents parce que si vous utilisez le même canal, le même service cognitif, vous allez cumuler des informations et pas, vous allez les additionner les uns après les autres et pas les combiner ensemble pour améliorer l'apprentissage. Donc, c'est la notion d'attention partagée. Vous aurez le document après, bien sûr, avec ça. C'est la notion d'attention partagée. Donc, c'est bien, effectivement, d'avoir image et son simultanément pour que chacun se complète.
Et l'attention soutenue, ça c'est un peu propre aux personnes, c'est des personnes qui sont capables, c'est propre à chaque individu, la capacité de tenir dans la durée la concentration et l'attention. Voilà les points sur l'attention. Je vous donne ces mots-clés un peu comme ça. Je pense que vous pouvez regarder après ce qu'on dit dessus. Bien sûr qu'on aurait pu passer 1 heure juste sur l'attention. C'est juste que c'est les mots-clés que vous allez retrouver là-dessus. Mais c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est vraiment les notions d'orientation objective, d'orientation par événement. C'est ce qu'on utilisera après quand on parlera de bonnes pratiques. Bah, c'est comment faire ce genre de choses. Notre objectif, donc au final, bah, ça va être ça, hein, quand on a en fait sur la charge cognitive, pour éviter la surcharge, bah, c'est réduire la charge inutile au maximum. Donc faciliter la lecture, faciliter la transmission de l'information, ça c'est essentiel. Éviter toutes les interférences. Ça veut dire quoi? Sur un document, bah, là par exemple, il faudrait éviter d'avoir une photo ici en plus, qui servira à rien. Moi, j'ai envie plutôt que vous soyez sur ce texte-là, ici. Donc, c'est pour ça que je le fais apparaître. On est en fondu pour mobiliser effectivement l'orientation involontaire. Donc, c'est le dispositif qui le demande. Ce qui manque, c'est effectivement une image visuelle pour que vous puissiez retenir les deux. Là, il manque clairement le visuel, parce que normalement, vous avez lu le texte. Donc, ça, c'est la boucle phonologique qu'il a lue. Et on aurait dû avoir une image pour vous focaliser dessus. Et ça revient donc à améliorer l'attention. Donc améliorer l'attention, on verra après, donc je pense que je vous donnerai le document, je ne sais pas si on fera un webinaire là-dessus, mais sur les idées de comment structurer le document, c'est-à-dire faire un plan, aider à ce qu'effectivement les personnes soient focus sur certains éléments et comment éviter des erreurs sur d'autres documents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Redistribuer les efforts, donc ça c'est l'attention partagée, c'est-à-dire que tous les efforts cognitifs que vous faites, il faut essayer de les répartir donc, sur l'image et la boucle phonologique, le côté un peu auditif. Il faut répartir l'ensemble de telle manière à ce que les 2 efforts se cumulent et que la personne puisse apprendre. Réduire le temps de maintien en mémoire, oui, parce que comme vous avez vos tampons mnésiques qui limitent votre capacité de rétention d'informations, c'est bien qu'on fasse moins d'efforts, que vous fassiez moins d'efforts pour maintenir en mémoire. D'où le fait que depuis tout à l'heure, par exemple, ce schéma reste là. Le but de laisser le schéma là, c'est justement que vous ne vouliez pas à vous souvenir de c'était quoi déjà la charge intrinsèque, c'était quoi ceci, c'était quoi la charge inutile. Ça reste là pour réduire le maintien en mémoire. Et on a d'autres choses donc, qui sont pas liées forcément à la partie, enfin qui aurait dû être plutôt d'une autre couleur, mais qui est séquencer la tâche. Donc on a parlé de la charge intrinsèque qu'on ne peut pas réduire. On ne peut pas la réduire, par contre on peut la séquencer. C'est-à-dire, là, ce webinaire, par exemple, il est découpé en 3 fois parce qu'il faut séquencer la tâche, parce que chaque tâche est assez lourde en soi, qu'elle nécessite de connaître les éléments précédents, donc on va la séquencer. Et aider à créer une carte sémantique qui permet en fait de se retrouver un peu dans tout ça. C'est-à-dire que proposer des schémas, par exemple le fait de proposer comme ça le schéma de cette manière-là, c'est l'idée de vous créer visuellement une carte sémantique qui permet de se retrouver entre intrinsèque, inutile, pertinente. Il y a des termes différents utilisés. Je vais éviter de tous les utiliser, je vais n'utiliser que certains. Voilà comment on peut réduire la surcharge cognitive. Je ne sais pas si vous avez des questions dessus, sachant qu'on n'a pas abordé les bonnes pratiques, mais ça serait sur un autre webinaire, je ne l'ai pas encore fait, mais effectivement, on parlera justement après, réellement cette fois, dans la pratique, comment effectivement améliorer les documents multimédia, justement, pourquoi il faut, et normalement, là, on comprend mieux pourquoi il faut faire des résumés, des titres, des marquages typographiques, un organigramme, mettre en exergue les informations importantes, parce que là, évidemment, là, on va attirer l'attention sur les mots-clés, hein, c'est clairement l'objectif. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Les liens hypertextes. Donc ça, les liens hypertextes,
c'est pas forcément la meilleure chose, les liens hypertextes, parce que, en fait, vous pouvez perdre, en fait, l'apprenant dans la page, hein, tout simplement, hein. Ça, c'est vraiment, quelque chose à bien maîtriser. En fait, si avec les liens hypertextes comme dans Wikipédia, il perd le plan et la personne navigue comme ça et au bout d'un moment, le plan est perdu. Donc attention aux liens hypertextes. Dans un contexte d'apprentissage, hein, on s'entend. Les notes d'information, donc toutes les petites notes, il faut les rapprocher du mot au maximum. Tout simplement pour pas être perdu dans tout l'ensemble. Les questions insérées, quand vous mettez des questions, ça c'est pas mal quand elles sont explicites avec la réponse dans la page. Ça permet à l'apprenant, quand vous avez un slide, de se reposer la question tout de suite et de se poser la question, est-ce que je l'ai compris, le passage ou pas. Et surtout pas des questions d'inférence où il faut déduire quelque chose. Ça, c'est très risqué parce que si vous êtes dans l'implicite, vous pouvez induire les gens en erreur et la réponse n'est pas forcément dans la page. Donc le mieux, c'est quand même d'être totalement explicite. Je ne sais pas si... Voilà, donc après, ça sera ça, donc la manière dont vous fonctionnez. Les illustrations, les textes, et voilà. Bon, il y a un peu mal encore de choses à montrer sur les bonnes pratiques. Voilà sur la surcharge cognitive. Est-ce que vous avez des questions dessus ou pas? Alors, les références, c'est celle-là. Est-ce que vous avez des questions sur la surcharge cognitive?